Bonjour et bienvenue à la vidéo qui va vous aider à remplir le document de notes de cours de la thématique 5, les systèmes respiratoires et circulatoires. Avant de parler des systèmes respiratoires et circulatoires à proprement parler, on doit comprendre la notion des fluides. Donc la première section de la thématique 5, c'est donc les fluides. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide est une substance qui a la capacité de se répandre et de prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Il y a donc deux catégories de fluides. On parle des liquides, qui sont des fluides incompressibles, et des gaz, qui sont des fluides compressibles. Ce qui caractérise un fluide, c'est bien le fait que les particules de la substance peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc, un fluide a la capacité de couler et c'est pour ça que le fluide va prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment que les particules peuvent bouger les unes par rapport à l'autre et vont circuler dans leur contenant. C'est la raison pour laquelle un solide ne sera pas considéré un fluide. Donc, dans un premier temps, on parle des fluides compressibles. Un fluide compressible est un fluide dont le volume peut varier, par exemple les gaz. Et dans un deuxième temps, un fluide incompressible est un fluide dont le volume ne peut pas varier, par exemple les liquides. Un fluide compressible, c'est un fluide sur lequel on va appliquer une pression et on va diminuer la taille du contenant. Donc, par exemple, si j'ai une seringue remplie de gaz et j'appuie sur le piston, je vais quand même réussir à diminuer le volume parce que dans les gaz, les particules sont assez éloignées. Si j'applique une pression, les particules vont se rapprocher et le gaz va diminuer en volume. Nous allons donc nous parler de la pression pour bien comprendre les fluides. Donc, la pression est l'effet d'une force exercée sur une surface. Elle résulte de la force exercée par toutes les particules d'un fluide qui entrent en collision avec une surface donnée. Encore une fois, les particules d'un fluide sont distancées les unes par rapport aux autres, donc vont bouger les unes par rapport aux autres. Quand elles bougent, éventuellement, elles vont entrer en collision avec la surface du contenant dans lequel ils se trouvent. La pression dépend de deux facteurs, de l'intensité de la force appliquée et de l'air de la surface sur laquelle la force est appliquée. Il y a deux règles générales concernant la pression. La pression est proportionnelle à la force, c'est-à-dire plus la force est grande, plus la pression sera grande. Et la pression est inversement proportionnelle à l'air ou la surface. Ce qui veut dire que plus la surface de contact est grande, moins la pression est élevée. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Plus la force est grande, plus la pression est élevée, et plus la surface ou l'air est grand, plus la pression est faible. La pression est donc le rapport entre l'intensité d'une force et l'air de la surface sur laquelle cette force est appliquée. Donc ici, dans l'encadré, on a la formule pour calculer la pression. La pression P est égale à la force divisée par l'air. Ici, on a eu des problèmes dans le texte. Donc le A devrait être en dessous du F. C'est vraiment une division entre la force et l'air. Donc dans l'équation, si on se rappelle, P est égal à F sur A, nous avons trois variables. Nous avons la pression, la force et l'air. Leurs symboles, respectivement, sont le P majuscule, le F majuscule et le A majuscule. L'unité. La pression sera mesurée en pascal. La force, elle, est mesurée en newton. Et l'air, puisque c'est une surface, on va la mesurer en mètres carrés ou parfois en centimètres carrés. Donc ici, on peut analyser l'unité, le pascal. Donc 1 pascal, 1 PA, sera égal à
newton divisé par 1 mètre carré. Il existe plusieurs autres mesures pour la pression. Par exemple, on peut mesurer la pression en millimètres de mercure pour, par exemple, mesurer la pression artérielle. C'est une vieille mesure de la pression parce que quand on a commencé les analyses sur la pression, les méthodes utilisées impliquaient le mercure liquide. Encore dans la section des fluides, on est dans la sous-section B. On va parler du volume et de la pression d'un fluide compressible et de la relation entre les deux. Comme on a dit précédemment, les gaz sont des fluides compressibles, c'est-à-dire qu'on peut réduire leur volume, c'est-à-dire rétrécir leur volume, rétrécir la taille de l'espace qu'ils vont occuper. Dans cette situation, les particules qui composent le gaz se rapprochent et entrent plus souvent en collision les unes avec les autres et avec les parois du contenant. Cela augmente donc la pression. Si on se souvient, la pression est en lien avec la force appliquée par le fluide. Dans ce cas-ci, la force appliquée correspond aux collisions des particules de gaz. Plus l'air est petite, et donc le volume est petit, plus la pression sera grande parce qu'il y a moins d'espace. Les particules vont entrer en contact avec les parois plus souvent et donc la force va augmenter et la pression va augmenter. En d'autres termes, la pression est inversement proportionnelle au volume. Plus le volume est petit, plus la pression est grande. Et inversement, plus le volume est grand, plus la pression est faible. Il est à noter que dans ce cas-ci, la quantité de gaz et la température doivent demeurer constantes. Si on influence la quantité de gaz ou la température, à ce moment-là, la pression va pouvoir varier, mais ce n'est pas dû au volume. Lorsque les gaz en ont la possibilité, ils se déplacent d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. C'est-à-dire, par exemple, si on a un endroit où est-ce qu'il y a une grande concentration de particules gazeuses, eh bien, éventuellement, ils vont se répandre, s'ils en ont l'espace, pour diminuer la pression. Donc, ici, on voit que le volume est assez restreint, la pression est grande, mais s'ils ont la possibilité de se déplacer, à ce moment-là, la pression va diminuer parce que les particules sont plus espacées. Bon, une fois les fluides compris, on va maintenant se parler du système respiratoire. Le système respiratoire va mettre en jeu un fluide compressible. On va parler alors de l'air. Et ici, je parle de l'air atmosphérique qu'on respire et je ne parle plus de l'air de la surface. Donc, comme définition, le système respiratoire est un ensemble de structures et de mécanismes qui permet d'alimenter l'organisme en dioxygène, O2, et d'éliminer le dioxyde de carbone produit par les cellules. Donc, on se souvient que dans les cellules, la réaction chimique qui se produit, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire a besoin de glucose et de l'oxygène, et ça va produire du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et l'énergie qu'on utilise pour faire nos fonctions quotidiennes. Donc, on a besoin d'un apport en dioxygène et un des déchets produits, ça va être le dioxyde de carbone. L'anatomie du système respiratoire. Le système respiratoire se compose de deux parties, les voies respiratoires et les poumons. Les voies respiratoires sont des conduits. On parle alors de fosses nasales, du pharynx, du larynx, de la trachée et des bronches.
Les poumons vont contenir les bronchioles et les alvéoles. Voici le schéma du système respiratoire. L'air va rentrer dans un premier temps par les fosses nasales, va se rendre dans le pharynx. On se rappelle du pharynx parce qu'il faisait partie du système digestif. Une fois passé le pharynx, l'air va entrer dans le larynx, qui est la partie frontale, c'est-à-dire du devant de la gorge. L'air va ensuite circuler par la trachée vers les bronches, va entrer dans les poumons. Comme vous voyez sur l'image, nous avons 2 poumons. L'air va passer les bronches, va arriver dans les bronchioles et va finalement se rendre dans les alvéoles. En dessous du poumon, nous avons un muscle qui s'appelle le diaphragme. Donc le diaphragme, ici, est un muscle qui va contrôler le mouvement des poumons lors de la respiration. Donc désolé, ici on ne voit pas très bien le texte, mais on se parle ici des organes et des fonctions de ces organes. Donc les voies respiratoires. Pour ne pas endommager les alvéoles situées dans les poumons, parce que c'est des tissus de la peau très fines, l'air qui y arrive doit être suffisamment chaud, humide et débarrassé de la plupart des impuretés. Ceci est rendu possible grâce au trajet de l'air dans les voies respiratoires. Donc, comme on vient de le dire, l'air va entrer par les fosses nasales qui sont situées dans le nez. Les fosses nasales sont des cavités tapissées de poils s'ouvrant à l'extérieur par les narines et à l'intérieur dans le pharynx. Autour des fosses nasales, parce que les fosses nasales sont une cavité, sont tapissées de capillaires sanguins. Le sang étant chaud, va réchauffer l'air que l'on inspire. Donc, une des plus grandes fonctions des fosses nasales est de réchauffer l'air qu'on inspire et de filtrer les plus grosses poussières de l'air par les poils qui sont à l'intérieur des fosses nasales. Ensuite, l'air va se rendre par le pharynx, qui se situe à l'arrière de la bouche. Si on se souvient, le pharynx, c'est le carrefour entre les voies digestives et les voies respiratoires. Donc, il y a une séparation ici. Si on fait la déglutition d'aliments, les aliments vont se rendre dans l'œsophage. Mais si on inspire de l'air va être dirigé par le pharynx vers le larynx par la suite. Donc, la fonction du pharynx est vraiment de conduire l'air inspiré vers les poumons ou conduire la nourriture ingérée vers l'estomac. Ensuite, l'air passe par le larynx, qui est entre le pharynx et la trachée. Dans le larynx, nous allons trouver les cordes vocales. Les fonctions du larynx sont un conduit respiratoire et la production des sons. Donc, très rapidement, comment les cordes vocales vont fonctionner? C'est lorsque, à l'expiration, nous allons forcer de l'air par les cordes vocales et en faisant vibrer les cordes vocales, un son va être émis. Donc, pour le trajet de l'air à l'inspiration, si j'y reviens, on a dépassé le larynx et maintenant on passe par la trachée. La trachée était conduite dans la gorge qui est devant l'œsophage. Il y a des os qui vont protéger la trachée vers le devant de la gorge, qui est plus prononcée chez les hommes. On parle alors ici de la pomme d'Adam. La trachée a comme fonction de filtrer les poussières et de protéger les poumons et évidemment d'acheminer l'air vers les poumons. Suite à la trachée, on arrive aux bronches. Les bronches sont divisées en 2 puisque nous avons 2 poumons. Donc les bronches vont encore une fois continuer à filtrer les poussières parce que le larynx, la trachée et les bronches est tapissé d'un mucus et de poils, et ce mucus et les poils vont attraper les impuretés à l'inspiration. Et les bronches vont acheminer l'air vers les poumons, donc va diviser l'air inspiré entre les 2 poumons.
Donc ensuite, l'air inspiré se rend dans les poumons. Les poumons sont les organes spongieux, élastiques, dans lesquels se retrouvent les bronches, les bronchioles ou bronchioles si vous préférez, les alvéoles et des vaisseaux sanguins. Ils sont légèrement différents. Celui de gauche contient 2 lobes, alors que celui de droite en contient 3. Ceci est logique si on considère que le cœur, chez l'être humain, se place un peu vers la gauche du tronc et donc prend de l'espace sur le poumon. Le poumon gauche est donc un peu plus petit et a uniquement 2 lobes. Un lobe est en quelque sorte une section de poumon, une division de poumon. Donc voici les composantes des poumons. Dans un premier temps, on a les plèvres. Les plèvres sont des doubles membranes qui enveloppent les 2 poumons et adhèrent à la paroi de la cage thoracique et du diaphragme. Les plèvres permettent un glissement des poumons à l'inspiration et à l'expiration. Donc, quand on inspire de l'air, les poumons prennent de l'expansion, leur volume augmente. Ils doivent pouvoir alors glisser contre la cage thoracique à l'intérieur. Ensuite, les poumons sont composés de bronchioles, qui sont des ramifications ou divisions des bronches dont le diamètre est inférieur à 1 mm. Les bronchioles, c'est encore une fois des conduits, mais on peut les voir un petit peu comme les branches d'un arbre. Donc, si on voit la bronche comme le tronc, les bronchioles comme les branches, on va imaginer que les alvéoles sont les feuilles au bout des branches. Donc, les alvéoles sont des minuscules cavités dont les membranes sont très, très minces et perméables au gaz. Par exemple, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Autour des alvéoles, il va y avoir plusieurs petits vaisseaux sanguins appelés capillaires. Un capillaire, c'est un vaisseau sanguin très, 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 très fin, qui est de l'épaisseur d'à peu près un globule rouge. La fonction de l'alvéole, c'est en réalité la fonction du poumon à proprement parler. Ça va permettre les échanges gazeux. La physiologie du système respiratoire. Pour oxygéner le système, nous avons besoin de la ventilation pulmonaire, qui est un autre terme qui veut dire la respiration. C'est le processus par lequel l'air riche en dioxygène, le O2, entre dans les poumons et par lequel il en ressort riche en dioxygène, dioxyde de carbone, le CO2. Autrement dit, à l'inspiration, on achemine de l'air riche en dioxygène vers les poumons et à l'expiration, on rejette l'air riche en dioxyde de carbone. Donc, pour la respiration, ça se fait en 2 temps. Je vais dans un premier temps parler de l'inspiration, ce qu'on appelle la phase active. Donc, à l'inspiration, les côtes, c'est-à-dire les os devant le tronc, et le sternum se soulèvent lors des contractions des muscles intercostaux. Un muscle intercostaux, ça veut dire les muscles entre les côtes, intercostaux, entre les côtes. Donc, ces muscles-là se contractent, les côtes se soulèvent et le sternum aussi. Le diaphragme, qui est le muscle sous les poumons, se contracte et s'abaisse. Donc, en ce moment, le volume du poumon augmente. Les côtes et le sternum se soulèvent, le diaphragme s'abaisse et donc l'espace des poumons va augmenter. Puisque le volume augmente, la pression de l'air dans les poumons diminue. C'est ce qu'on a dit plus tôt avec les fluides. Puisque la pression à l'intérieur des poumons est maintenant plus faible, l'air qui est à l'extérieur du corps va entrer dans les poumons. Parce qu'on a dit plus tôt que les gaz, les fluides compressibles, vont aller d'un endroit de forte pression, c'est-à-dire à l'extérieur du corps, vers un endroit de faible pression, c'est-à-dire dans les poumons, dans ce cas-ci. Donc, si je reprends, à l'inspiration, les côtes se soulèvent, le diaphragme s'abaisse, les poumons augmentent leur volume, la pression de l'air dans les poumons diminue, ce qui permet à l'air d'entrer dans les poumons.
Ensuite, à l'expiration ou la phase passive, les côtes et le sternum vont s'abaisser, donc diminuer le volume des poumons. Le diaphragme aussi va se relâcher et donc remonter, ce qui fait en sorte que les poumons vont rétrécir. Le volume des poumons rétrécit et la pression augmente. L'air va sortir des poumons. Pour cette partie, vous pouvez imaginer, par exemple, une balloune qui est remplie d'air, mais qu'on ouvre l'extrémité du ballon. Le ballon va rétrécir son volume et l'air qui était à l'intérieur va être acheminé vers l'extérieur de la balloune. Le rythme respiratoire correspond au nombre de respirations, c'est-à-dire une inspiration, une expiration, prise en 1 minute. En moyenne, c'est un rythme de 15 respirations par minute. Les facteurs qui vont influencer le rythme respiratoire sont la condition physique. Plus on est en forme, plus le rythme respiratoire est lent parce qu'on arrive à s'oxygéner comme il faut. La masse corporelle va influencer le rythme respiratoire et le tabagisme, c'est-à-dire fumer la cigarette. Donc, entre vous et moi, je dois vous avouer que la pire chose que vous pouvez faire à votre système, c'est-à-dire à votre corps, c'est de fumer la cigarette. Je vous recommande très, 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 très fortement d'éviter la cigarette, s'il vous plaît. Il y a des choses qui vont influencer le rythme respiratoire de façon temporaire, c'est-à-dire que soit le rythme respiratoire va augmenter ou diminuer de manière temporaire selon l'activité. Par exemple, le stress, l'angoisse, on va augmenter le rythme respiratoire à ce moment-là. Si on est très fatigué, le rythme respiratoire risque de diminuer. En cas de maladie, le rythme respiratoire peut diminuer aussi. Et la pression atmosphérique va venir influencer le rythme respiratoire. Si la pression atmosphérique est faible, le corps a l'impression de devoir respirer plus rapidement pour aller chercher l'oxygène nécessaire. Les échanges gazeux. Donc, les échanges gazeux, c'est probablement la partie la plus importante du système respiratoire. C'est vraiment la fonction du système respiratoire. Donc, les échanges gazeux entre l'air ambiant et le sang contenu dans les capillaires se produisent dans les alvéoles par diffusion. La diffusion, ce que ça veut dire, c'est le passage à travers les parois. Donc, les gaz vont vraiment traverser les parois des alvéoles et des capillaires sanguins. Pendant les échanges gazeux, le dioxygène se déplace de l'alvéole vers le sang et le dioxyde de carbone se déplace du sang vers l'alvéole. Voici un schéma des échanges gazeux entre un alvéole et un capillaire. Donc ça, c'est vraiment un alvéole, c'est la plus petite partie du poumon. Encore une fois, on peut se parler peut-être des feuilles au bout des branches d'arbres qui représentaient les bronchioles. Donc, on a plusieurs alvéoles. Donc, à l'inspiration, on va inspirer de l'air qui contient beaucoup de dioxygène. Le dioxygène va donc entrer dans l'alvéole et va traverser la paroi de l'alvéole pour entrer dans le sang. Une fois le dioxygène dans le sang, il va être circulé partout dans le corps pour que chacune de nos cellules puisse accomplir la respiration cellulaire. Donc, si on se souvient de la respiration cellulaire, c'était le glucose que nous allons aller chercher avec l'alimentation, plus du dioxygène qu'on vient d'inspirer. Et ça va relâcher du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie qui est nécessaire pour survivre. Donc, une fois la respiration cellulaire accomplie, on a du dioxyde de carbone et on doit s'en débarrasser. Donc, pour s'en débarrasser, le dioxyde de carbone va se rendre dans le sang,
le sang va acheminer le dioxyde de carbone vers les alvéoles, c'est-à-dire vers les poumons. Le dioxyde de carbone va encore une fois faire une diffusion du sang vers l'alvéole. Ici, on parle du CO2. Et à l'expiration, on va acheminer le dioxyde de carbone vers l'extérieur de l'être humain. Donc, dans le sang, le dioxygène se fixe aux globules rouges qui vont le transporter aux différentes cellules de l'organisme pour faire la respiration cellulaire. Donc, dans ce tableau, on peut analyser la composition de l'air ambiante, donc à l'extérieur du corps. On voit ici que la plus grande proportion de l'air qu'on respire, c'est en réalité du diazote. Donc, à l'inspiration, il y a du diazote qui est inspiré et la même quantité de diazote va être expirée parce que le corps ne l'utilise pas, on va juste l'éliminer. À l'inspiration, l'air contient 21% de dioxygène, mais à l'expiration, l'air qu'on va expirer contient 16% de dioxygène. Ce qui veut dire que à la diffusion, c'est-à-dire de l'alvéole vers le capillaire sanguin, il y a uniquement 5% du dioxygène qui a été utilisé. Ensuite, à l'expiration, on va expirer 5% de dioxyde de carbone, alors qu'à l'inspiration, il n'y avait que 0,03% de dioxyde de carbone. Ce qui veut dire qu'on a produit presque 5% de dioxyde de carbone. Dans un dernier temps, il y a un peu de vapeur d'eau dans l'air qu'on inspire, soit presque 1%, et à l'expiration, nous allons expirer 2% de l'eau. On se souvient qu'à la respiration cellulaire va aussi produire du H2O qu'on va expirer en vapeur d'eau. Ça, on peut le voir l'hiver, quand il fait très froid, si on est à l'extérieur, et on expire, on peut voir notre haleine. Ça, en réalité, ce que c'est la vapeur d'eau qu'on est en train d'expirer qui se condense très rapidement devant notre visage grâce à l'air froid. Donc, vous êtes en train d'être témoin de l'eau que vous avez produite dans vos cellules et que vous expirez par la respiration. Et cela conclut la partie note de cours sur le système respiratoire. Nous allons entamer le système circulatoire prochainement. Merci.